Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Face à face, c'est un nouveau numéro. Je reçois M. Feli Kabala, qui est communicateur du chef de l'État. Ce sera la deuxième fois que je le reçoive dans le cadre de notre chaîne, je veux dire Congo Buzz. Nous allons parler de l'actualité, c'est vrai, la sortie médiatique de Martin Fayulu, et puis les sanctions, pourquoi ne pas en parler, les sanctions, l'alliance FCC-Cash, pourquoi pas. Et la grande actualité, c'est que demain, le président de la République va s'adresser à la nation devant le Congrès. Il va certainement faire le bilan de son programme. Je dois le rappeler, 913 promesses ont été faites par le chef de l'État. Hier, il était à sa 914e promesse. Et il y a certainement de réussites, et d'autres traînent encore. On en parle tout à l'heure. Monsieur Félix, comment allez-vous? Je me porte bien, c'est un plaisir de me retrouver en face de vous une fois de plus. Alors, 54 réunions depuis que, dans discours, 54 discours, plus de 913 promesses. Où sommes-nous avec le président Fachi? C'est une personne qui travaille d'abord, lorsqu'il promet, il travaille derrière sa parole, parce que c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Alors, on comprend que politiquement parlant, les promesses sont faites. Lorsqu'il y a des réalisations, l'accomplissement de la parole, nous applaudissons et nous travaillons pour que les autres puissent s'accomplir. Et la preuve en est, les gens découvrent que c'est une personne qui, lorsqu'il promet, il réalise. Sauf que, avec le temps qui est devant nous, parce que le seul ennemi qu'on aura en face de nous, c'est le temps. C'est le temps qui sera notre seul ennemi. Est-ce que vous en avez le temps? Le temps, je peux dire, nous travaillons pour que le temps puisse être avec nous en parallèle, que d'avoir le temps contre nous. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir le temps en parallèle avec nous lorsque nous avons un timing approprié, lorsque nous disons qu'un programme commence tel jour, telle date, tout est planifié et ça commence le jour approprié. Mais si nous ne commençons pas le jour approprié, nous aurons les temps contre nous. Et aussi un autre facteur du temps qui peut être contre nous. Comprenez que nous sommes dans un contexte politique complexe pour lequel certaines personnes peuvent être d'accord ou ne peuvent pas être d'accord avec le président de la République, et ça pourrait faire que le temps ne puisse pas être en parallèle avec nous, devenir contre nous. Mais on aura toujours le temps de communiquer, revenir auprès du souverain primaire, qui est ceux qui détiennent la souveraineté de l'État congolais, c'est-à-dire le peuple congolais, pour leur dire les pourquoi du comment du retard sur certaines promesses. Voyez-vous Félix Tshisekedi réussir ce mandat? Le président de la République va réussir ce mandat. Quelles que soient les circonstances, il a le soutien de la population. Parce que les gens pensent que réussir un mandat, c'est avoir le soutien des institutions. Les institutions ne sont dotées que de ce pouvoir lorsque ce pouvoir leur a été octroyé par ceux qui le détiennent. C'est le peuple. Le président de la République rend compte au peuple. Le président de la République n'est responsable que devant le peuple. Le président de la République, il travaille pour le peuple, parce que c'est le peuple qui l'a élu. Mais quand ce même peuple lui demande de limoger les généraux, de remplacer les chaînes de commandement à l'Est, d'arrêter de fréquenter le Rwanda, il ne le fait pas du tout. Mais vous savez, le Rwanda, arrêter de fréquenter le Rwanda, ça c'est trop demandé au chef de l'État. Le Rwanda est un pays voisin. Nous n'avons pas choisi le Rwanda d'être notre voisin. Naturellement, le Créateur a fait que le Rwanda soit notre voisin. Ça, c'est de un. De deux, qu'on le veuille ou pas, le Rwanda sera notre voisin jusqu'à l'éternité. Et nous sommes obligés d'avoir des relations de bon voisinage, parce que ça ne sert à rien de constiper les relations entre les deux nations, parce que ça ne profitera à personne. Il y aura certainement des perdants. Certes, il y aura des gagnants à un certain niveau, mais il y aura des perdants. Et les effets qui se répercuteront autour de ceux qui seront perdants, qui paiera le pot cassé? Toujours la pauvre population? Que faites-vous de ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts, ceux qui ont été tués froidement par l'implication du Rwanda? Que faites-vous de toutes ces personnes-là? Vous savez, nous n'allons pas invectiver ou pointer du doigt. Ce qui s'est passé est atroce, ce qui s'est passé est déplorable. Là où il y a la perte des vies humaines, on condamne, et on se pose de bonnes questions, on se dit pourquoi. Alors nous devons arrêter pour construire un avenir meilleur. On établit les responsabilités, et lorsque les responsabilités sont établies,
On cherche à améliorer les relations pour que demain, ces deux peuples, ces deux pays voisins aient des relations harmonieuses. C'est là où le président de la République travaille parce que, vous savez, il était en Itourie. Avant de commencer sa tournée européenne de la Belgique, avant même d'aller au Japon, il était en Itourie. Pour résoudre le problème de la sécurisation de l'Est, il avait posé 3 conditions, 3 solutions. La diplomatie régionale, le dialogue local, le renforcement des capacités de nos FARDC. Alors lorsqu'on le voit aller au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, mais il est dans ce qu'il a promis, dans ce qu'il a proposé comme solution. Et ces solutions ont été acceptées non seulement au niveau national, mais au niveau international. Alors comment est-ce qu'il sera jugé s'il ne met pas en pratique sa parole? Et si la parole, c'est d'aller rencontrer celui qui est considéré comme notre agresseur, ou qui est considéré comme celui qui protège les agresseurs. Non, vous savez, moi, je ne peux pas traiter le président Kagame d'agresseur. Ou le président Tshisekedi ne peut pas les traiter d'agresseurs. Aujourd'hui, il ne les traite pas d'agresseurs, mais c'est là une année, il était l'agresseur. Tous ont parlé du Rwanda, on l'indexait. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir et il n'est plus agresseur. Qu'est-ce qui a changé effectivement? Non, vous savez, les temps ont changé, les époques ont changé. Donc vous vous êtes trompé dans le temps. Dans le temps, on ne s'est pas trompé. Parce que même actuellement, quand le président parlait de l'insécurité à l'est du Congo, il a parlé des causes exogènes et endogènes. Les causes exogènes et endogènes sont arrivées comment? J'explique. En 1994, il y a génocide au Rwanda. Monsieur Habyarimana est renversé. C'est M. Paul Kagame qui arrive avec ses troupes. Et on voit les autres fuir parce qu'ils ont commis des massacres chez eux. De crainte de connaître de représailles de ceux qui arrivaient au pouvoir, ils se sont déplacés avec presque tout l'arsenal d'une nation à l'Est. Et ce sont des cultures qui se sont mélangées. Ceux qui venaient du Rwanda, arrivaient à l'Est, ils devaient vivre, ils devaient manger, ils devaient se réorganiser pendant qu'on trouve une solution temporaire ou pérenne pour eux afin de retourner demain chez eux. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et il y avait des autochtones également. Alors ça créait des conflits d'intérêts. Et de l'autre côté, on trouvait que ceux qui ont traversé la frontière constituaient une menace. Alors, d'où il y a eu mixage des cultures, il y a eu conflit d'intérêts, il y a eu de risques, de gros risques, et il y a eu de conflits qui ont généré des morts et des morts à l'Est. Et c'est la raison pour laquelle le président Tshisekedi, diplomate qu'il est, il a parlé des causes exogènes et endogènes, d'où il faut établir les responsabilités. Quand il dit aux causes endogènes, de l'intérieur également, il y a des responsabilités à établir. D'où, c'est la raison pour laquelle il a mis en avant 3 pistes de solutions pour sécuriser l'Est. Alors, si je vous suis dans l'autre logique, que devient, la question reste la même, que devient Kagame aujourd'hui? Un partenaire de paix, un inculpé dans l'affaire, un suspect, un potentiel danger? Qu'est-ce qu'il devient? C'est quoi le statut de Kagame aujourd'hui pour nous, les Congolais? Par rapport à la vision du président Tshisekedi, M. Paul Kagame, le président de la République rwandaise, doit être un partenaire. Mais sans qu'il se... Vous avez effacé tout ce qu'il a fait comme mal. Vous avez tout effacé, vous avez tout oublié. On tourne la page, on regarde devant. Ce n'est pas un problème de tourner la page. Oui. Pour mieux construire le futur, il faut voir ce qui s'est fait dans le passé. Exactement. Pour voir ce qui s'est fait dans le passé, il faut établir des responsabilités qui sont celles qui ne vont pas créer des tensions entre les deux nations, des tensions entre certains groupes d'intérêts qui sont en train de pérenniser cette industrie de l'insécurité à l'est du Congo. D'où ici, M. Paul Kagame, aux yeux du président Tshisekedi, est un partenaire. Très bien. Pour construire la paix. Alors, que dites-vous de ceux-là qu'il a placés au Congo? Certains généraux qui seraient cités dans les rapports internationaux, en train de vendre les armes, dans les trafics, ainsi de suite, ils sont devenus commerçants. Vous êtes sans l'ignorer qu'au Congo, les colonels s'achètent des immeubles, des villas, et nous connaissons tous comment ça se passe. Qu'est-ce que le président dit? Le président de la République, lors de son passage en République française, avait dit clairement: nous voudrions
pour l'avenir du Congo, pour construire la paix, trouver des solutions aux problèmes congolais que par les Congolais. C'est-à-dire, il y aura des instances compétentes qui seront mises en place, qui jugeront de certaines affaires qui ont fait mal à la République dans le passé, comme dans le présent. Ceux-là, vers qui une certaine responsabilité sera érigée dans le cadre de ce qui s'est passé dans les années antérieures, répondront de leurs actes devant les instances compétentes. Donc on va attendre une réforme de la justice, on va dire. Parce que s'il faut croire à cette justice, on va peut-être douter un peu. Non, donc, nous n'allons pas... Peut-être qu'il faut attendre. Nous n'allons pas réellement douter de cette justice parce que cette justice est en train de faire certaines preuves depuis que le président est au pouvoir. Donc on ne va quand même pas invectiver l'ancien régime. Parce que si on doit invectiver l'ancien régime, le président est président aujourd'hui. Il a hérité des institutions dont les acteurs provenaient de l'ancien régime. Alors comment se passe-t-il que ces mêmes acteurs sont en train de faire le travail dans toute leur indépendance et que l'on ne puisse pas dire qu'ils ne l'ont pas fait dans le passé? Certainement que dans le passé, il existait certaines influences de certains individus pour lesquels nous étions en train de pointer du doigt lorsque nous étions encore dans l'opposition, mais aujourd'hui, nous n'allons pas créer des tensions pour créer des troubles au sein de la population. Il faut aller d'une manière, il faut avoir une certaine quiétude dans l'élaboration de certaines réformes qu'on peut apporter au niveau de la justice congolaise. Est-ce que Félix Tshisekedi était préparé pour être président de la République? Bien sûr que oui, c'est même un destin. Ce n'est pas qu'il a été préparé, c'est un destin. Il est né, il était né pour devenir un président. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire exactement comme Lambert Mende? Je ne fais pas exactement comme Lambert Mende. Pourquoi? Parce que je ne préférerais pas aussi qu'on puisse trop invectiver sur Lambert Mende. Je ne serai pas Lambert Mende. Lambert Mende a son style, j'ai le mien. Ceux qui communiquent pour le président de la République ont un style, mais nous n'allons pas exagérer. Vous présentez Félix Tshisekedi comme un ange tout fait, tout blanc, tout est neige, non, il n'y a pas de défaut. Je n'ai pas dit ça. Oui. Je n'ai pas dit c'est un ange qui n'a pas de défauts. Non, ça ne serait pas logique de ma part. Est-ce que la présidence de Félix aujourd'hui, c'est celle à laquelle il s'attendait vraiment? Est-ce qu'il est en train de travailler exactement comme il le voulait ou il se rend compte qu'il y a des choses qu'il aurait pu faire, qu'il ne l'a pas fait, Sur le grande ligne, je suis très optimiste pour dire oui. Sur certains détails, il faut faire certains efforts, nous devons fournir certains efforts pour atteindre l'objectif de la vision du chef de l'État. Parce que vous devez comprendre que c'est un être humain comme vous et moi. Il ne peut pas être à plusieurs endroits au même moment. C'est la raison pour laquelle il y a un cabinet, il y a des collaborateurs. C'est la raison pour laquelle il y a un premier ministre, il y a un gouvernement avec des ministres. C'est la raison pour laquelle il y a des provinces avec des gouverneurs. Qui ne le respectent pas, qui font ce qu'ils veulent. Heureusement qu'il a rappelé à ces gens hier, il a rappelé au gouverneur de bien se conformer. Est-ce que vous pensez que le gouverneur même respecte le président aujourd'hui? Oui, le gouverneur respecte le président de la République parce que, vous savez, on ne peut pas dire une chose et le contraire. Ces mêmes personnes, lorsque vous dites que non, voilà, ils ne respectent pas le président de la République, moi témoin, quand ils sont devant le président de la République, c'est le président de la République. Hein. Ils font semblant peut-être. Hein. Ils peuvent faire semblant, mais si la loi commence à frapper, ils vont répondre de leurs actes parce que les Congolais ne vont pas tolérer certaines irresponsabilités. Je n'invective personne, je ne pointe le doigt sur personne en ce moment parce que nous n'avons pas encore le cas flagrant dans lequel où on voit un gouverneur manquer du respect officiellement au président de la République. Mais si cela est le cas, mais vous savez, en violant les lois, en nommant les bourgmestres, en nommant les maires de la ville. Mais c'est de vous qu'il s'agit en réalité. Les prérogatives de la personne en charge de pouvoir faire respecter la loi va corriger et rectifier certaines erreurs. Attendons voir. Que dites-vous si Martin Fayulu était élu président? Qu'est-ce qu'elle allait devenir? Qu'est-ce qu'elle allait devenir l'UDPS? Vous savez, si Martin Fayulu, heureusement qu'il n'est pas devenu président de la République. Heureusement ou malheureusement? C'est heureux pour nous. Ah d'accord. C'est heureux pour nous. Nous, on doit être heureux. On doit être heureux qu'il n'ait pas devenu président de la République. D'accord. C'est normal, bonne loi. C'est bien pour nous parce que ça serait quelqu'un qui allait apporter une confusion totale. Comment ça, une Nous serons dans un certain degré de cataclysme avec Martin Fayulu. Parce que d'abord, Martin Fayulu était
selon le contrat, Lamouka redevable à certains patrons qu'il avait employés. Martin Fayulu allait arriver au pouvoir pour réorganiser les élections dans 2 ans. Avec quel budget? Selon quelle loi? Ça se serait violé, la loi congolaise, parce que les élections présidentielles, le cycle présidentiel est de 5 ans. 5 ans et vous organisez les élections, c'est la loi qui le dit. Mais là n'empêche pas l'anticipation des élections. On anticipe les élections lorsqu'il y a crise. Est-ce qu'il y avait crise? Est-ce qu'il y a crise? Il faut se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. J'ai suivi le président de l'ECD, l'opposant Martin Fayulu, parce qu'il refuse d'être opposant. D'abord, vous savez... Il est résistant. Non, il n'est pas résistant. Il n'a jamais été résistant. Il est opposant. Je vais m'expliquer. Monsieur Martin Fayulu passe sur une chaîne internationale, France 24. D'abord, je vais scinder son intervention en 2 parties. La première partie est que Martin Fayulu, le président de l'ECD, a raconté des inepties. Attendez, vous n'allez pas dire qu'il a raconté des inepties quand même, hein? Je me répète. Allez-y. Il a raconté des inepties. J'assume mes propos. Ouais. Je n'ai jamais été hypocrite. Quand il a fallu tenir tête à leur directeur de campagne qui était Olivier Kamitatou pendant la campagne, je l'ai fait avec courage. Je n'aurais pas peur de le faire face au président de l'ECD. Il a raconté des inepties sur France 24 et des 2, je me suis posé la question de savoir est-ce que Martin Fayulu réellement a des sentiments nationaux? Est-ce que c'est notre frère congolais ou c'est quelqu'un venu d'ailleurs? Pourquoi quand on vous contredit, on n'a plus de sentiments nationaux? C'est ça le problème maintenant? Je vais m'expliquer. Premièrement, M. Martin Fayulu dit qu'il n'existe pas d'État. L'État est en faillite. L'État est en faillite? Non, je ne pense pas. Il dit une chose et son contraire. Je donne l'argument. Comment est-ce que vous pouvez ignorer que l'État n'existe pas, mais à ce même État, vous demandez une solution des sorties de crise? Posons-nous la bonne question. La solution des sorties de crise, il la pose à qui? À cet État qui est en faillite pour qu'il revienne finalement à la normale, quoi. Bon, supposons que l'État est en faillite, parce que moi je sais que l'État n'est pas en faillite. Supposons que l'État est en faillite. D'où il reconnaît qu'il existe un État. Oui, mais qu'il est en faillite. Il n'a même pas prononcé le fait qu'il est en faillite. Il dit que l'État n'existe pas. Nous sommes dans un non-État. Moi j'ai entendu l'État en faillite en tout cas. Oui. Ouais. Nous sommes dans un non-État pour lequel il demande une solution de sortie de crise. Donc il dit une chose et son contraire. L'État n'existe pas, mais tu demandes à ce même État une solution de sortie de crise. Maintenant, posons-nous encore une autre question, pour trouver un peu qu'il existe des termes de propos très paradoxaux de ce monsieur. Il dit que nous sommes en crise. On lui pose la bonne question. Quelle crise? Est-ce que la République démocratique du Congo est en crise? C'est quelle crise dont il parle? Qu'il puisse nous donner au moins le détail, le fondement de la crise dont il parle. Je vous explique qu'il parle de la crise. Ce que vous considérez comme des propos paradoxaux, il y a un problème de la légitimité. Il parle de la légitimité qui est un problème, selon lui. Le problème de la légitimité n'existe pas. La légitimité est bel et bien là. Le président a été élu par les Congolais. Les institutions ont été mises en place. On a le gouvernement, on a le Parlement, la chambre basse et la chambre haute mises en place. Les présidents de ces deux chambres du Parlement. Nous avons les provinces qui sont mises en place. Nous avons tout ce qui fait qu'un État puisse exister, puisse fonctionner. Les institutions sont mises en place. Et vous considérez que le président Martin Fayulu était dans la divagation, tout simplement? Mais je ne peux pas, chercher un autre mot que le mot que vous venez d'employer. Il divaguait de bout en bout. Il ne savait pas ce qu'il était en train de raconter sur cette chaîne. Parce qu'il était totalement dans la confusion. Et quand il a dit que le président était nommé, ça vous a choqué? Ça ne me choque jamais. Et ça ne m'a jamais choqué. La preuve en est, lui qui s'est dit président élu, qui a gagné les élections. Je prends des exemples. Le président Félix Tshisekedi, partout où il passe, il suscite la curiosité et de bains de foule à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. La preuve, vous aviez vu, partout où il est passé, c'était un cataclysme populaire, c'est-à-dire l'afflux de la population, l'engouement autour de la personne qui a été élue président de la République. Mais lui qui s'est dit qu'il a gagné les élections, chaque fois que le président est à l'extérieur dans un pays où il y a une forte communauté congolaise, il tente d'y aller avant ou d'y rester après pour faire quel travail? Peut-être détruire ce que le président dit en passant là-bas, avant comme après,
Mais dites-moi, quel est l'engouement populaire qui l'attire derrière lui dans ces pays où il passe, là où le président est passé? On accuse le président d'avoir donné l'argent aux gens pour qu'ils participent à ces réunions. Mais non, je vais expliquer. Expliquez. Le président Tshisekedi est populaire. Il n'a pas besoin de payer le Congolais pour venir à ces manifestations. On explique. Lorsqu'un président se déplace, il y a toute une logistique qui doit être mise en place. Il y a la sécurité qui doit être mise en place. La sécurité nationale va collaborer avec la sécurité du pays en question. Et s'il y a peut-être débordement, on peut solliciter une main-d'œuvre temporaire de la communauté. Ces gens qui vont abandonner leur travail, qui vont abandonner leur famille pour organiser la sécurité du président de la République, pour organiser la sonorisation dans la salle où le président va s'adresser à la communauté. Tous ces gens autour qui vont travailler, la sonorisation qui est des équipements des Français qui vivent en France, qui viennent travailler pour le mettre à la disposition du président de la République et de la diaspora congolaise. Ces gens vont faire un travail gratuit? Non. La salle a été louée. C'est toute une compagnie qui gérait la salle. Elle devait être louée. On est bien d'accord, mais les participants. Les participants... Avez-vous donné l'argent aux participants? Pas du tout. Même pas un seul euro. Ces participants sont venus d'eux-mêmes. En plus, il fallait voir le temps qu'il faisait à Paris. C'était l'hiver et c'était mouillé à Paris. Et il avait plu. Ont accepté quand même de braver l'hiver? Ils ont bravé l'hiver et bravé la pluie. On était surpris, nous tous, étant de l'organisation. C'est vous qui avez pris la parole, je crois, au début. Effectivement, j'étais le modérateur principal. Oui. Alors, on va revenir sur la question de Kinshasa. Aujourd'hui, le président Fachi, après les promesses qu'il a eu à tenir, après la vague de la Mouka, ainsi de suite, c'est quoi le panier de la ménagère? On n'en parle pas beaucoup. Le panier de la ménagère, est-ce qu'il a changé? Le président de la République y travaille et c'est une question d'économie nationale. Et en termes d'économie nationale, nous avons la patronne de l'économie nationale que vous connaissez, qui a été nommée en tant que ministre de l'économie, Madame Akacia Bandoubola. Je suis conscient et je sais qu'elle est en train d'y travailler. Elle a des équipes autour d'elle. Elle y travaille pour apporter des solutions adéquates aux problèmes du panier de la ménagère. Je sais très bien que l'on peut parler au niveau du macroéconomique, parce que vous savez, lorsqu'on parle d'économie, il y a deux concepts qu'on met toujours en avant, le macroéconomie et le microéconomie. Lorsque le macro, les agrégats au niveau du macroéconomique ne se convertissent pas au microéconomique, parce que le microéconomique, c'est les petites et moyennes entreprises, ce sont les opérateurs économiques qui sont sur place sur la République, ceux qui détiennent le moyen de pouvoir contrôler les biens et services qui circulent à travers le pays, à travers la capitale. Alors, ça doit être encadré pour que les agrégats au niveau du macroéconomique puissent fournir des éléments nécessaires au microéconomique et on aura en ce moment des effets qui vont se reproduire au niveau du panier de la ménagère. Tout est mis en place pour que cela puisse arriver. Où vous allez constater qu'il y aura stabilité des prix sur le marché, vous allez constater qu'il y aura baisse des prix également. Le dollar est à 180. Vous allez aussi à 170, remarquer, on va dire 180. vous remarquerez également que les devises seront maîtrisées. Oui, on va voir ce que ça va donner. Mais parlons-en, parce que est-ce que le président maîtrise le circuit financier du pays, les régies financières? Avez-vous appris ce qui se passe à Kasumbalesa avec le garage, je veux dire ce qu'on appelle Bilanga, où aujourd'hui des centaines de millions d'argent échappent au trésor public et fait entre guillemets la famille Kabila. On accuse, je ne dis pas, je ne confirme pas, mais on accuse la famille Kabila de continuer à garder les mines entre leurs mains. Et si vous voulez, je peux vous donner d'autres éléments. GoPass, où se voit l'argent de GoPass, où vont l'argent des passeports, l'argent des plaques, l'argent de la planche à billets, tout ça. Où vont ces choses? Toutes ces choses, ça va où? On se pose la question. Vous savez, vous avez des questions très légitimes et c'est tout à fait normal et dans le prérogative de votre métier, c'est tout à fait légitime que vous puissiez poser des questions comme ça. Mais en même temps, moi, en tant que communicant du chef de l'État, je ne vais pas commencer à me mettre à lancer des boules de cristal en l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines questions que vous posez, même en matière financière, il y a certaines questions pour lesquelles, même si je peux avoir les informations, de connaître à quel degré le président contrôle ou ne contrôle pas, je ne me mettrai pas à le raconter ici.
parce que ce sont des choses qui relèvent de la sécurité financière nationale. Le président de la République est la personne la mieux informée de la République. Il a de rapports qui lui arrivent sur sa table matin, midi et soir. Donc il à chaque... espère. Non, mais il ne peut pas aussi agir dans la précipitation. Mais 9 mois déjà, on va le dire. Hein. Mais 9 mois, on a quand même des effets de sa présidence qu'on est en train de palper. Et il a promis les de faire des autres- millionnaires. Il a promis de faire des millionnaires congolais. Il- Comment on aura des millionnaires congolais dans un contexte où 15 milliards de dollars s'échappent tous les jours, où un vrai braquage, je veux dire, des ressources minières, des ressources naturelles sont dilapidées comme ça? il va normalement encourager l'initiative nationale, avoir des opérateurs économiques congolais qui demain deviendront le patron de l'économie de cette nation, qui nous permettra de ne pas recourir toujours aux capitaux étrangers d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais cela voudrait dire quoi? Le président de la République n'est pas quelqu'un qui travaille dans la précipitation. Je le connais quand même. Je ne veux pas dire que je le connais à 100%, mais je le connais quand même. Pour avoir accompagné celui qui est aujourd'hui chef de l'État, il n'agira jamais dans la précipitation. Ça, c'est d'abord son style. De deux, même si il y a des personnes qu'on doit pointer du doigt, mais il doit mettre en place des mécanismes qui vont permettre qu'il y ait des dissuasions à ce que l'on puisse reprendre de contrôles entiers sur certains régis financiers ou sur certains mécanismes qui produisent des recettes pour l'État. Il va créer bientôt l'Agence pour la lutte contre la corruption. Déjà, il a emboîté les pas en créant le CCM, le comité de changement de mentalité, et il va créer l'Agence pour la lutte contre la corruption, parce qu'il n'a pas voulu en faire une nomination d'un conseiller spécial, comme à l'époque du prédécesseur, mais il voudrait en faire une presque institution. Vous voyez un peu lorsqu'on parle de la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, qui dépend de fonds reçus de l'État pour qu'elle organise des élections, c'est légitime. Il voudrait aussi, dans son idée, dans l'ordre d'idées, à moins que je ne sois pas dans la bonne analyse, mais je crois que je ne me trompe pas, sa vision, lorsqu'il veut mettre en place l'agence de la lutte contre la corruption, il voudrait doter cette agence de la lutte contre la corruption de pouvoir dissuader tous ces et celles vers qui ces inspecteurs de l'agence de la lutte contre la corruption iront. Le pouvoir de frapper, le pouvoir d'arrêter. Lorsqu'un inspecteur de la lutte contre la corruption entre, par exemple, dans une entreprise publique, les cadres savent que ici, si on a frotté, on ressort avec de menottes. Alors pourquoi justement ne pas donner l'énergie à la justice? Parce que j'ai comme l'impression qu'on veut faire une autre justice parallèle. Quand on a créé la CENI, parce que vous fondez votre argumentaire sur vous prenez ça comme un cas de jurisprudence, on est bien d'accord, mais la CENI a fragilisé le ministère de l'Intérieur. Et qu'aujourd'hui, ici, vous amenez encore une agence, ça veut dire une structure qui va être finalement travailler un peu comme la justice, qui va arrêter les gens, qui va entendre les gens, qui va traduire les gens en justice. Je me pose la question, et c'est quoi l'efficacité de notre justice? Est-ce que ce n'est pas bien de donner la possibilité à la justice congolaise de la réformer, de la rendre indépendante, de la rendre économiquement forte? Est-ce que ce n'est pas une bonne raison que d'aller dans la logique d'agence, des agences et des agences? Non, je ne pense pas. D'abord, je reviens sur l'exemple que vous venez de mettre en avant sur la CENI, Oui. qui, selon vos dires, a fragilisé le ministère de l'Intérieur. Nous sommes le seul pays, on va dire, en Afrique, nous sommes le seul, en fait, disons, nous sommes le pays africain, c'est chez nous en Afrique qu'on a les CENI. Vous avez vécu longtemps en France, vous n'avez jamais entendu parler de la CENI. Les élections Non, sont la organisées- commission électorale indépendante existe. Oui, mais dans le département du ministère de l'Intérieur. Logiquement parlant, c'est une institution indépendante, mais qui doit toujours être dotée d'un ministère des tutelles. Oui. Et le ministère des tutelles, logiquement parlant, de la CENI doit être le ministère de l'Intérieur. Ce qui n'est pas le cas chez Il nous. travaille- Comme l'impression Félix n'a pas non plus l'idée de sortir, de rapprocher la CENI dans le ministère de l'Intérieur. Non, vous savez, moi, je ne peux pas m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas. Je ne peux que m'avancer sur des choses dont j'ai vécu l'expérience. Je l'entends vécu en France. On sait très bien que la commission électorale indépendante de la République française travaille en parallèle avec le ministère de l'Intérieur. On appelle ça un département électoral. Tout à fait. Les chiffres
que le ministère de l'Intérieur donne doivent être les mêmes chiffres que la commission électorale indépendante va donner. Donc, moi, je pense que vous avez ouvert une brèche pour laquelle les spécialistes en la matière peuvent siéger autour des séminaires, voir comment est-ce qu'il faut créer des vrais ponts de collaboration pour qu'il n'y ait pas de dissension entre la CENI et le ministère de l'Intérieur. Et moi, je ne pense pas qu'il existe des dissensions, sauf que les responsabilités ne peuvent pas être les mêmes parce que la CENI, c'est le technicien de terrain en matière électorale. Le ministère de l'Intérieur lui dote de pouvoirs nécessaires et peut-être aussi de la logistique adéquate pour lui permettre de faire son travail correctement. Parce que la sécurisation des matériels, la sécurisation des agents et la sécurité de bureaux de vote en général, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. Je ne trouve pas pourquoi est-ce qu'il peut y avoir dissension là-dessus. Alors un autre chapitre important, c'est peut-être l'avant-dernier chapitre, c'est la question relative à la gestion de la présidence. On n'a jamais entendu une présidence décriée comme celle du président Fachi. On se pose la question, est-ce que l'entourage du président maîtrise les enjeux de la présidence ou on est encore dans les effets de 32 ans d'opposition? Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui salit l'image de la présidence? 15 millions de dollars, on attend de vous, on attend un proche du président aux arrêts, eh bien, c'est parfois le cabinet du président qui est dans des documents et des documents, le voyage de M. Vital Kamerhe, bref, tout ça salit l'image du président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous en êtes au courant d'ailleurs? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Je suis au courant de tout ce que vous venez d'évoquer, mais sauf que des fois, on est dans l'exagération. Moi, je ne peux pas me mettre à tirer sur le cabinet du président de la République parce que je serais en train de me tirer moi-même une balle. Justement, vous ne vous aidez pas dans ce cas. Non, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Il n'existe pas au monde une organisation parfaite. Je prends l'exemple, même le pays le plus puissant du monde, les États-Unis d'Amérique, il y a quelques dysfonctionnements, même si c'est bien organisé. Regardez, il y a aujourd'hui une affaire pour laquelle on cherche à destituer le président Trump parce qu'on l'accuse d'avoir créé, d'avoir usurpé le pouvoir dans un domaine ou un autre, ou créer des influences avec un État étranger pour s'ingérer dans certaines matières de la politique intérieure des États-Unis. On accuse Fachi aussi de la même chose, Voilà. mais moi je parle du cabinet, en tout cas du cabinet. Maintenant, quand je parle, je reviens au cabinet. Oui. J'aimerais dire ceci. Il y a toujours des personnes qui ont de mauvaises intentions, dont leurs intentions sont de nuire. Ils peuvent aussi être au sein du cabinet, comme ils ne peuvent pas être au sein du cabinet. Donc, le problème est en train d'être réglé et sera réglé en ce qui concerne certains dysfonctionnements. Mais pour aller dans des détails, moi, je ne préfère pas donner des détails parce que dans les détails, de fois, c'est là où on trouve les démons se cachent. Hein. Alors, je peux vous poser des questions frontalement et allez-y, rapidement. et je vais répondre. Est-ce que Vital Kamerhe est votre problème aujourd'hui? Est-ce que Vital Kamerhe constitue le problème de Fachi? Monsieur Vital Kamerhe, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Est-ce qu'il ne lui fait pas ombrage? Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le directeur du cabinet, je m'aligne derrière la hiérarchie. Et ça vous empêche de regarder la paille qu'il y a dans ses yeux, on va dire. S'il y a un problème, ce n'est pas à moi de les juger. Et voire même le président, ce n'est pas à lui de les juger parce que le président aime laisser faire les instances compétentes de les juger. Et c'est aussi aux parties accusatrices d'apporter leurs preuves lorsqu'ils accusent ou invectivent quelqu'un. C'est assez le président, le directeur de cabinet qui on les cite par qui? Vice-premier ministre, eh bien c'est compliqué. On les cite par qui? Il faut bien préciser. Parce que moi, je ne connais pas les personnes qui les citent. Je ne connais pas l'entité qui cite le... N'est-ce pas qu'il a fait un voyage en Angola avec sa femme et ses enfants, toute une famille dans un document avec le sceau de la République? Bon, vous savez, j'ai aussi vu cette information comme tout le monde. J'ai aussi regardé la quintessence du document. Et je me permets de ne pas émettre trop de commentaires là-dessus parce que je n'étais pas là quand ils ont pris l'avion, je n'étais pas là quand ils se sont déplacés pour l'aéroport, je n'ai même pas
les données et les informations de ceux qui sont allés faire à Luanda. Sont-ils allés ou ils n'y étaient pas? Là, je n'ai aucune information. Mais si les instances compétentes pensent que c'est une faute, qu'est-ce que moi, Félix Kabala, à mon niveau, j'aurais à faire ou à dire contre ce qui sera fait? Alors que dites-vous de ceux qui pensent Mais que... en ce qui me concerne, je reste respectueux du protocole et de la hiérarchie. La hiérarchie, c'est quoi? Le protocole, c'est quoi? Monsieur Vital Kamerhe, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Que dites-vous de ceux qui pensent que Banapoto, Babomi, Fachi? Non, ça, ce sont de langues, de langage trop déplacé de certaines personnes. On dirait que vous ne l'aidez pas aussi. Non, il n'y a pas que... On accuse la presse présidentielle, le bureau de communication, que de Banapoto pour la plupart des cas, en tout cas. Non, vous savez, moi, je n'aime pas me mettre à critiquer la presse présidentielle ou le département de la communication en général du président de la République, parce que je veux me tirer moi-même une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que je m'inscris dans la complémentarité. Parce que les gens doivent comprendre, dans une organisation, lorsqu'il y a des humains qui travaillent ensemble, ce qui fait que l'organisation puisse aller de l'avant, c'est la complémentarité des compétences et d'idées. Là où les gens qui travaillent au sein de la même organisation ne comprennent pas que il faut l'esprit d'équipe et l'esprit complémentaire pour faire avancer une certaine idée, c'est là où on a le problème. Parce que lorsqu'on est un leader dans une organisation, dans un département, et qu'on pense qu'il n'y a que moi seul, qui peut donner des solutions, qui peut donner des orientations, qui peut donner la voie à suivre sans consulter les autres, on aura de problèmes sérieux. Alors moi, je m'inscris dans la complémentarité. Je suis dans l'idée complémentaire du département de la communication du chef de l'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que Fachi fait mieux que n'importe quel autre membre de son cabinet? Il vend sa propre image, il fait sa propre communication. Parfois, il est beaucoup plus enthousiaste que n'importe qui dans son cabinet. On se pose la question, que fait l'entourage du président avec lui? Bon, je ne veux pas pointer du doigt un collaborateur ou un autre. Certes, il y a des collaborateurs qui sont vraiment au four et au moulin. Il y a certains qui se battent également pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a aussi, parce que toute organisation a ce type de personnes, il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas à la performance voulue. Mais là ne voudrait pas dire que le cabinet ne fonctionne pas. Et pour répondre à la question du président de la République, c'est tout à fait normal. Et je suis d'accord avec vous. Le président de la République, quand quelqu'un devient un chef de l'État, quand il est calme, c'est un enseignement, c'est une communication. Quand il parle, c'est un enseignement, c'est une communication. Même quand un président tousse, c'est une communication. Quand son médecin est là, pourquoi le président a toussé? Je l'ai vu tousser une fois, mais quand je le vois tousser 2-3 fois, pourquoi? C'est toute une communication. Quand le président lui-même se déplace pour parler, c'est toute une communication. Je suis d'accord avec vous que lui-même, en la personne telle qu'elle est, c'est une image qu'il vend lui-même. C'est une image qui communique d'elle-même. Et il se vend bien que son équipe de communication, malheureusement. Mais c'est lui le maître à jouer, c'est le maître du jeu. Ce qui était le contraire avec Kabila. Kabila, c'est son équipe qui l'a vendu. Et vous n'êtes pas en mesure de vendre votre président. Non, je ne le dis pas dans ce sens-là. Le président de la République, c'est un bon communicateur, un excellent communicateur. Il aurait pu engager des gens beaucoup plus forts que lui pour faire mieux ce qu'il fait. Je pense qu'il a engagé des personnes fortes que lui. Sinon, on n'aurait pas dans les départements de la communication. On n'aurait pas ce résultat, en tout cas. Je pense que les efforts sont fournis d'une manière adéquate. La directrice de la communication, Madame Lydie Omanga, fait de son mieux. Et je ne peux venir qu'en soutien. En complément de ce qu'elle est en train de faire. Elle a deux adjoints, M. Wanfoigna et M. Charles Kiloso. Je ne peux venir qu'en soutien de ces personnes. Il y a la direction de la presse, M. Louaka Bwanga, qui a 2 adjoints, M. Koussema et M. Le pasteur Paul Diakese. Je ne peux venir qu'en soutien de ces personnes. Il y a le porte-parole là, M. Kassongo Mwima et Tina Salama. Je ne peux venir qu'en soutien de toutes ces structures. Malheureusement, le résultat ne vous soutient pas. C'est ça le comble.
les résultats ne vous soutiennent pas, mais bon, on ne va pas quand même rester... Je comprends. Monsieur Bossembe, oui. Monsieur Bossembe, je comprends. Je sais que en tant que journaliste, vous communiquez d'une manière permanente et vous savez juger, jauger la température d'un certain rendement d'une organisation à une autre et vous savez en faire le bilan. Moi, je ne serai pas là pour vous contredire, je serai là derrière pour m'inscrire dans la complémentarité. Moi non plus, je ne condamne pas. Je sais que vous ne le condamnez pas, vous êtes en train de relever, ce sont des observations que vous êtes en train de faire. Je suis un communicant, je dois apprendre à peser mes mots et le calibrer. Vous êtes en train de faire des observations pertinentes. Merci. Et c'est la même chose aussi dans mon cas, je ne fais que m'inscrire dans la complémentarité de ce grand département de la communication, de la presse et du porte-parole. Alors, on va terminer cette émission. Monsieur Feli, dites-nous, quand vous avez rencontré pour la dernière fois le président Fachi? La dernière fois? Oui. La semaine passée. Très bien. Qu'est-ce qu'il va dire demain à la nation? Est-ce qu'il vous a dit ça dans les langages de communication? Vous a-t-il dit quelque chose dans ce sens-là? D'abord, premièrement, les discours de l'État de la nation est un discours annuel pour lequel le président se met devant le peuple. Parce qu'il sera devant le Congrès. Ceux qui ont élu les congressistes, c'est la population. Il a été élu par le peuple. Alors, il va devant le peuple d'abord pour présenter, avant d'abord de présenter son bilan, c'est d'abord l'unité de la nation. Opposant ou pas opposant, tout le monde est obligé d'être là, dans l'hémicycle, pour avoir la quintessence de la vision du chef de l'État. Parce qu'il a une vision pour la République. Il lui reste 4 ans pour son mandat. Il va bientôt accomplir 1 an de mandat. Tout, il est obligé de venir devant ce peuple à travers l'hémicycle qui est le Parlement de la République pour déjà dire au peuple congolais ce qu'il a déjà accompli. Et ce qui n'est pas encore fait, pour lequel il compte faire, quand bien même le temps sera notre seul ennemi, mais nous allons faire un effort pour y travailler et donner des solutions adéquates. Moi, je pense que demain, devant la nation, devant les congressistes, le président de la République va parler d'abord de cette difficulté, de cette complexité aussi dans laquelle il est arrivé au pouvoir. Parce qu'on doit l'avouer, c'était pas facile pour qu'il arrive au pouvoir. Et c'est aussi un exploit que la première fois dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo qu'on puisse parler de l'alternance politique. Et l'alternance politique s'est réalisée pas avec n'importe quel acteur politique, mais le leader de l'opposition, du parti phare de l'opposition qui a milité pendant 37 ans dans l'opposition, qui arrive aujourd'hui au pouvoir. L'UDPS n'est plus un parti dans l'opposition, c'est un parti au pouvoir. Mais sauf que le fait qu'elle a passé trop de temps dans le combat de l'opposition, elle se donne ce droit d'être l'ange gardien également de ce qui se passe au sein de l'opposition. Parce que si cela ne se passe pas bien, nous avons l'expérience que quiconque, pour essayer de recadrer, dire voilà, il y a ça qui marche et il y a ça qui ne marche pas. C'est ça aussi le rôle d'un pouvoir en place, d'être au-dessus de tout. C'est ça le président de la République. Merci beaucoup, M. Feli Kabala. Je rappelle que vous êtes communicateur du chef de l'État. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Eh bien, ce qui est vrai, c'est que cette émission, face à face, on parle à bâton rompu. Vous avez l'impression qu'on est en train de se rentrer dedans, mais c'est dans le cadre de l'émission, parce qu'il faudrait finalement sortir le verre du nez. Il faut qu'il parle, il faut qu'il nous dise s'il a rencontré le président. Alors, peut-être une question de famille. Vous allez regarder la caméra. L'exercice habituel. Est-ce que le président est très amoureux de sa femme? Bien sûr que oui. En plus, vous savez, quand on parle de la première dame, je suis un peu fiévreux et j'ai de la chair de poule parce que, vous savez, parler d'une femme, il faut avoir une certaine délicatesse. Il l'amène partout avec lui. Hein. Oh, mais c'est ce qui est bien, ce qu'on ne voyait pas. C'est la mère de ses enfants et c'est n'est seulement pas la mère de ses enfants, mais c'est la maman de la République. Est-ce que le président est un père affectif pour ses enfants? Très. Il parle régulièrement à ses enfants? Il le parle. Ils viennent à Kin aussi? Mais ils sont là. Ils sont régulièrement à Kin. Certains continuent à étudier. Ils font moins de bruit que ce qu'on avait à l'époque. C'est une discipline et une éducation comme ça? Non, on ne doit pas invectiver des familles. Je sais que vous ne le faites pas. Le président a bien éduqué ses enfants. Il se conforme par rapport à l'éducation que lui-même a reçue de ses parents. Papa Étienne Tshisekedi, paix à son âme, et à maman Marthe, qui est
À côté, à l'IMT, que je salue en passant. Et donc, on va terminer en regardant si le président avait un défaut. Dites-nous 2 défauts du président et 2 qualités du président. Ça, c'est une très bonne question. La première qualité que je reconnais du président, c'est un homme équilibré parce qu'il aime toujours mettre la diplomatie en avant. Il n'aime pas le conflit. Ça, c'est une qualité qu'il a en lui. Là où il y a le conflit, ça ne passe pas chez lui. Deuxième qualité. La deuxième qualité, c'est un unificateur. Il aime l'esprit d'équipe. Il aime que les gens travaillent en équipe. Il aime que les gens puissent s'organiser. C'est un unificateur tout fait. Premier défaut. Jusqu'à présent, je suis en train de faire un exercice très profond d'épingler les défauts du président par rapport à ses prérogatives présidentielles. Comprenez que je serai en ce moment l'étudiant qui peine un peu à trouver ses défauts. Merci beaucoup, M. Félix Kabala. C'était un grand plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vous retrouve dans un prochain numéro. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Allez. Merci beaucoup.